Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rhum dédié, comme souvent, au Whisky Live, au récap des salons. Je suis accompagné de Pierre Bonjour à tous. et d'Arnaud du Rhum Club Lyon, entre autres. Salut et merci pour l'invitation. De rien, merci à toi d'être venu. On est super content que tu sois là et ça fait 2 fois que tu viens, donc tu fais partie des habitués et ça fait plaisir. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos premiers coups de cœur en termes de quilles. Mais si vous avez un petit mot à dire d'abord en préambule, n'hésitez pas à le faire. Pierre, je te donne la parole en premier si tu veux dire un petit mot, peut-être, ou pas. Allez, donc le petit mot, hein, comme d'hab, Whisky Live, toujours un super salon, toujours le moment fort de l'année, sans commune mesure et sans comparaison avec tout autre salon. C'est vraiment toujours un moment assez exceptionnel. Donc voilà. On détaillera un petit peu plus par la suite quand on parlera plus du salon, mais l'orga au top, des conditions d'accueil magnifiques. Voilà, c'est vraiment un bon moment. Ça permet on est dans des bonnes conditions, on goûte des super trucs. Et puis on croise maintenant depuis 7, 8, 9 ans qu'on y va. On voit des visages aussi. On a fait des rencontres sur place. Donc c'est vraiment cool. Voilà, un super moment, un super moment. Et du coup, allez, j'enchaîne directement avec mes coups de cœur du salon. Alors, on a sorti quatre marques. Il y en a pas mal. J'ai préféré, j'ai eu plus de coups de cœur sur salon que l'année dernière. Globalement, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont bien plu. Alors, je vais commencer par Naisson, même si c'est le deuxième dans la liste. Parce que chez Naisson, on a été un petit peu dur par le passé, certaines éditions, avec souvent des Naissons soit inaccessibles, soit des choses. Alors, une présence au Rumfest qui est toujours un peu symbolique. Et puis derrière, au Whisky Live, souvent, en fait, on a goûté des super trucs. Voilà, Nonagita, des 18 ans, des 15 ans, toujours très riches, mais souvent des produits difficiles à acheter derrière parce que avec des prix dingues. Et puis là, cette année, on a eu la joie de pas avoir un stand Naisson, mais 2 stands Naisson. Donc un stand sur le plateau principal, donc accessible à tout le monde, sur lequel on allait retrouver l'intégralité de la gamme. Avec notamment le vieux bio, le 52,5 bio qui sont des incontournables. Hein, 52,5 bio sur du rhum blanc, ça fait partie du top hein, de ce qui peut se faire en fait sur du rhum agricole blanc. Et puis il y avait aussi les single casques celui du salon qui était dispo. Il y avait pas mal de choses et il y avait la grande nouveauté de l'année chez Naisson qui est l'Empyromatique, qui est un rhum que j'ai particulièrement apprécié. D'ailleurs, il est là. Hop, montre. Voilà, très belle bouteille, très beau packaging. Voilà, très content de l'avoir acheté. Je l'ai goûté plusieurs fois sur le salon. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. Voilà. Alors, on a régulièrement, souvent dans nos lives, on se disait que chez Naisson, ce qu'on attendait, en fait, c'était comment dire, une cuvée avec du volume, avec de l'âge, quelque chose d'assez achetable, en fait, en termes de prix. Voilà, avec du volume, avec quand même du vieillissement. On était un petit peu lassé de tous ces single casques chez Main, chez Véver à 3, 4 ans, pas très vieux, un petit peu fort. On sentait quand même que c'était du work in progress. Et là, on a enfin une cuvée qui est un petit peu dans la lignée de ce qui se faisait entre les XO Full Proof et les 12 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on attendait. Alors oui, ça a un prix, ça c'est clair. Ça a été un petit peu critiqué, on a vu un peu sur les réseaux, ça sort à 265 €. Donc c'est une somme, hein, ça reste accessible, on va dire, j'ai dit achetable, hein, j'ai pas dit accessible. Ça a un prix, mais on a un vrai jus de qualité. Alors oui, c'est pas forcément pyromatique, en tout cas c'est pas ce qui ressort le plus, très gourmand, très agréable à boire. Mais c'est surtout, voilà, quand on compare, chez Naisson, on sait que Naisson ça a toujours un prix. Le XO Full Proof, le dernier, le batch 3 était sorti à 225 € il y a 5 ans. Donc, on est quand même toujours dans la même gamme. Enfin, pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui est complètement déraisonnable en termes de prix, même si oui, c'est une somme. Mais on est surtout sur un super jus avec de la quantité. C'est ce qu'on attendait. Donc, à un moment, on peut pas se plaindre
tout le temps de se dire qu'il y a que des rhums à 600 balles ou en gros des rhums très jeunes qui sortent. Et quand on a un truc qui est un petit peu dans nos goûts, de faire la fine bouche. Donc voilà, très content de cette bouteille Ouais. qui était donc en déguste. Pardon? Moi, je te coupe 2 secondes parce que c'est vrai qu'on va pas mal le dire dans ce récap, mais il y a pas mal de bouteilles qui ont des avis très divergents sur les réseaux, enfin même en vrai. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé cette naisson. Mais quand tu dis aux gens, mais t'as pas aimé quoi? En fait, souvent, ils disaient, bah, c'est pas très empyreumatique. Bah, ok, mais sinon, t'as aimé, à part ça, ouais, mais c'est cher. Ouais, mais à part ça, t'as aimé ou pas? Ouais, c'était bien, mais. Donc ouais, il y a eu pas mal de bouteilles clivantes. Donc, s'il y a des bouteilles que vous voyez ici qu'on a mis en top et pas vous, c'est un flop, bah, c'est pas grave, on en parle, il n'y a pas de souci. Mais Naisson, je suis d'accord avec toi, c'était super. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais parce que c'est vrai que Non, mais j'ai t'as vu bien un fait. peu négatif sur cette Naisson que je trouve un peu injustifiée. Après, voilà, il y a pas mal de gens qui n'ont pas trouvé ça assez emblématique pour eux, mais en soi, bon, on peut trouver le nom mal choisi, mais le jus est très, très, très bon, quoi. Ouais. Pour moi, voilà, c'est ce que j'aime en fait dans un agri, un très gourmand, assez rond, le boisé naisson. Enfin voilà, pour moi c'est bien fait et ça marche bien. Et du coup, Naisson, dont je disais tout à l'heure, il n'y avait pas un stand, mais deux stands. Il y avait un stand au VIP qui était dédié à la Zétoile, à la carafe Zétoile. Et donc là, pour le coup, on part sur les rhums qui sont plutôt plus difficilement achetables, hein. On est sur des carafes qui sont autour de 2000 euros. Donc là, on est vraiment sur sur de la dentelle, hein, sur du très haut de gamme. Alors, c'était un stand un petit peu particulier. Ils étaient topés avec un nom, j'ai plus le nom en tête, mais ils étaient un petit peu topés sur les plans avec un nom un petit peu bizarre. Et en fait, c'était des stands qui étaient un petit peu éphémères. Alors là, pour le coup, on en parlera plus tard parce que voilà, il y a des choses qui nous ont un peu surpris sur certains stands, mais sur celui-ci, c'était prévu en fait qu'il soit ouvert par moment. Voilà. Alors, on a eu de la chance parce qu'en fait, on y est allé le samedi quasiment dès l'ouverture. C'est un des premiers stands qu'on a fait. Il était ouvert et en plus, pour le coup, je ne sais pas si c'était l'envie de faire plaisir ou un manque d'échauffement de la part des serveurs, mais ils étaient très, très généreux. On s'est même fait la réflexion, en fait, en général, hein, quand on goûte des produits qui sont extrêmement chers et c'est compréhensible, les serveurs font un petit peu gaffe, hein, à mettre un petit un tout petit demi-centilitre. Et là, voilà, on était plutôt très bien servis avec des beaux verres. On s'est même demandé comment ils allaient tenir le salon comme ça. Et du coup, on a pu se faire le fameux line-up étoiles. Donc, les deux précédents sortis l'année dernière et l'année d'avant. Donc, c'est Sirius et puis Polaris, si je me trompe pas. Ouais, bien vu. Le troisième qui va sortir, Orion, ou je peux me tromper? Vega? Vega, ouais, Je Vega, sais bien pas, joué. il me semble. Ouais, non, mais je crois que c'est Vega, ouais. En tout cas, bon, le troisième a une étoile, hein, qui était présenté dans une bouteille noire opaque. Donc, est-ce que ça va être la bouteille définitive ou est-ce que c'était juste pour le salon? Et surtout, qui était non réduit, donc à plus de 57 degrés. Alors, a priori, là encore, c'est pas complètement tranché sur la version finale. En tout cas, voilà, super dégustation, hein, goûter les trois à la suite avec ce batch 3 un peu en apothéose. Donc vraiment, vraiment très bien. Et puis voilà, sur moi, le batch 2, c'est mon petit bonbon. Voilà. Donc vraiment, vraiment un super moment. Donc, les sons sont pas venus les mains vides et c'était plutôt cool à signaler. Je vais essayer d'être plus rapide, hein, sur les deux autres parce que sinon Ouais, mais je, je suis je parti. vais juste Voilà. rebondir dessus parce que je voulais aussi mettre en avant les deux single casks qui étaient présents, qui étaient quand même sur un positionnement tarifaire vachement plus intéressant qu'avant. Et qui, pour le coup, les deux étaient relativement bien dans leur style, un en fût de cognac, un en fût de bourbon. Donc voilà, c'est des bouteilles clairement qui sont accessibles et qui sont très sympas dans le style Naisson avec deux marquages très différents. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner là-dessus, je trouve. C'est vrai. Et notamment la bouteille du salon, alors qui est toujours dispo. Je crois que c'est 125 euros pour un 3 ans bio, sachant que le vieux bio standard, qui est à peu près du même vieillissement, est plutôt autour de 200 balles. Donc, de manière surprenante, voilà. Après, moi, dans mes goûts perso, j'aime bien quand ça a un peu plus de vieillissement, mais à noter quand même l'effort sur les prix. On en parlera sur d'autres références aussi. C'est le marché qui dicte un petit peu les prix et on voit bien que maintenant, si les bouteilles sont pas bien positionnées, hein, en rapport qualité-prix, elles se vendent plus. Donc, tout le monde doit faire gaffe et même Naisson doit faire gaffe à ce qu'il propose parce que si c'est pas assez bon ou jugé trop cher, ça part pas malgré une marque hyper forte.
Après, bah, voilà, je vais enchaîner plus rapidement avec les autres. Donc, Isotier, c'est essentiellement pour une bouteille. Hein, c'est le 18 ans pour les 180 ans de la maison. Quand on a vu Isotier 18 ans, on aime beaucoup la marque, on aime beaucoup leur jus, donc on était très content de voir ça sortir. Après, on a vu le degré 65 et des brouettes. Et là, on s'est dit aïe 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 parce que bah voilà, moi perso, les agris passer 55, des fois, j'ai trouvé un peu rude. Isotier en général, c'est 59, c'est un peu leur degré habituel. Là, 65, ouais, c'est une petite crainte. Et en fait, non, de manière très très étonnante, dans le verre, beaucoup de gourmandise, un alcool qui est très bien intégré. Alors des fois, on le dit un petit peu, c'est un peu une marotte hein, de dire ah, on sent pas l'alcool, blablabla. Mais là, réellement, c'est assez bluffant. Donc une très belle bouteille et puis en plus un joli design, enfin un truc qui est très réussi. Alors après, bon, ça va sortir à 250 balles, ça reste un prix, mais bon, 18 ans voilà. Et sur un Mais, rhum de grande qualité, une belle Ouais, dégustation. c'est exceptionnel. Hein. Pour le coup, pour avoir fait tout le line-up et d'avoir fini par le 18 ans, niveau alcool, c'était le mieux intégré alors que c'était celui le plus élevé. Et clairement, c'est un de mes coups de cœur aussi. Très, très belle bouteille. ah ouais, bah, moi, je vais être un des seuls, mais moi, je l'ai trouvé trop fort, moi. Je l'ai trouvé trop fort, et pas tant en alcool, mais plus au niveau aromatique. Je trouve que ça manquait un peu d'accessibilité au niveau aromatique. Je l'ai goûté plusieurs fois sur le salon, et un petit événement après, Isotier, très sympa d'ailleurs. Bah, je le dis là, parce que je l'ai dit à la maître de chez, donc voilà, je vais assumer mes positions. Moi, je trouve que en gros, pour un anniversaire, il y a deux idées qui s'entendent. La première, c'est de marquer le coup avec une bouteille qui sort du commun un petit peu en termes de degrés, etc. Donc là, ça s'entend. Mais ça peut être aussi l'occasion d'amener d'autres personnes à la marque et de faire quelque chose peut-être un peu plus accessible. Je pense par exemple à l'Apollonie l'an dernier ou l'Élise il y a 2 ans, qui était à 55-58, je ne sais plus trop, mais dans ces eaux-là, et qui était, elle, je trouve, beaucoup plus accessible gustativement. Là, j'ai trouvé un peu dur, moi, un peu dur d'accès, etc. On est vraiment dans les quilles que tu peux sortir en fin de soirée, enfin en fin de déguste plutôt, pour qu'elle prenne son plein potentiel. Et c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir mis ça aussi fort, même si je peux comprendre, et vous avez aimé, donc c'est peut-être moi qui suis passé plusieurs fois à côté, ou peut-être que c'est un peu fort pour moi, mais voilà. Bon, après, Après, toi, tu l'as goûté au calme aussi. Nous, on l'a goûté dans le cadre du salon, donc forcément avec le palais un petit peu chaud. Et c'est vrai qu'en salon, il faut toujours se méfier parce que souvent, les rhums très forts, on le voit aussi avec les Jamaïcains, c'est des choses qui ressortent bien en salon parce que c'est assez explosif et qu'on n'a le palais cramé, il faut le dire les choses. Et effectivement, je te rejoins. Est-ce que ça peut être le rhum du dimanche soir dans un film un peu à sec peut-être pas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, une belle bouteille. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle bouteille. Et chaque année, Idotier nous sort toujours un bon truc avec, voilà. Moi, j'aime bien le profil, donc j'en étais plutôt content. Et puis après, j'enchaîne. Alors, Gros Perrin, c'est des fous. Franchement, ils viennent. Alors déjà, ils ont deux stands, un au VIP, un en bas. Franchement, quand tu vas voir ce qu'il y a au stand classique, on va dire, c'est déjà dingue. Hein. C'est déjà des cognacs, des millésimes des années 70, des années 60. J'ai goûté un Borderie 64 sur leur stand en bas. Enfin, tu peux te demander lequel devrait être au VIP et lequel devrait être en bas sans problème. Et alors, au VIP, ils ont un line-up de fou furieux. Quoi. Et avec moi, j'en ai un en exergue que j'ai vraiment, vraiment kiffé. C'est le 52-22, si je ne me trompe pas dans les années. Ouais. J'ai trouvé incroyable. Incroyable, des fruits tropicaux on ne sait pas d'où ils sortent. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et puis voilà, pour le coup, il y a des bouteilles, il n'y a pas on est 18h, il n'y a plus rien, il n'y a pas de, enfin, c'est très généreux, le line-up est immense, il y a un accueil qui est super bien. Et puis, on a eu l'occasion de goûter le dimanche à 17h, il fallait être présent à la bonne heure, de goûter un cognac de la fin embouteillé à la fin du 19e, enfin, distillé fin du 19e, embouteillé début 20e. Donc quelque chose quand même, je crois 1930, c'est ça, hein, mise en bouteille en 1930. J'ai plus trop, enfin, un produit exceptionnel. Alors après, on va pas faire une note de dégustation sur ça parce que c'était presque trop exceptionnel par rapport à dimanche 17h après 2 jours de salon. 39. Du coup, je vais pas dire qu'on a donné 39. Voilà, je vais pas dire qu'on a donné de la confiture à des cochons, mais
Mais parce qu'on a pris le temps de l'apprécier, on a fait gaffe, mais voilà, c'était très fin. Mais en tout cas, ça, c'est pour mettre le point sur la générosité, quoi. Ils sont là pour faire plaisir et je pense qu'ils sentent aussi qu'il y a un potentiel par les amateurs de rhum et de whisky d'aller vers ce type de produit qui reste relativement abordable compte tenu de l'âge par rapport au rhum et au whisky. Et franchement, voilà, top à chaque fois. L'année dernière, on l'avait dit aussi, c'est vraiment que du plaisir en fait. Voilà, et puis toujours un accueil super de la part de l'équipe, donc top. Et puis le dernier coup de cœur, et après je laisserai la parole à mes collègues, c'est chez Decadent Drink. En fait, on a fait le line-up whisky. Alors moi, je suis pas spécialiste du tout, hein, voire même carrément novice. Mais pour le coup, j'ai trouvé du plaisir en fait de la première à la dernière quille avec des profils très variés, des sélections très différentes, mais un beau voyage. Je trouvais ça très bien foutu. Voilà, pas forcément hyper facile à trouver, beaucoup de quilles achetées en Angleterre avec les taxes, les champs, les machins, pas évident à retrouver les références. Puis il y a beaucoup de choses chez eux, pas toujours très claires, en tout cas quand on un peu l'extérieur, la gamme, pas toujours très claire et très simple à s'y retrouver. Mais vraiment un beau line-up et pour des néophytes, un bon moment. Donc voilà, je voulais le souligner. Donc c'est plus Whisky Sponge maintenant, c'est Decadent Drams, Decadent Drink. Ils essayent de changer un petit peu l'image de marque, mais c'était très bien. Voilà. J'ai fait le C'est que moi tour un j'ai peu. fait un Alors après, il y a peu. eu 1000 trucs super, hein, mais voilà, j'ai fait mon petit tour. Vas-y, Arnaud, pardon. Ouais, non, je suis sur Decadent Drinks justement, parce que j'ai fait du coup un seul whisky chez eux, c'était en 1972, un blended grain donc de 52 ans, qui était d'une finesse juste remarquable, et puis qui était du coup en libre service, évidemment, un whisky de 52 ans, c'était assez exceptionnel, et en rhum, le Guyana de 32 ans qu'ils avaient était relativement bien aussi, vraiment, enfin, tout ce que tu peux attendre d'un Guyana de cet âge-là, en full continental. Donc, voilà, j'ai pas fait tous les whiskies, je regrette un peu, mais très cool là-dessus. C'est à toi, Arnaud. Tu peux enchaîner. Ok, et ben j'enchaîne alors. Du coup, mon coup de cœur, alors moi je suis un grand fan de Hamden, donc je vais commencer par ça, mais pourtant le line-up ne m'inspirait pas tant que ça en fait en y allant, j'étais pas très inspiré, donc j'en attendais pas grand-chose. Puis au final, je suis reparti avec quelques bouteilles de Hamden. Et notamment, moi, un de mes gros coups de cœur dans toute la série, c'est le Diamond Edge 2017, donc le single cask, là, celui-là, euh, qui est pour le coup, j'ai trouvé assez exceptionnel dans son style. Je suis pas un gros fan de Diamond Edge, mais bon, l'alcool est un petit peu haut à 67 degrés, je crois, mais qui pour le coup était relativement maîtrisé pour un Hamden de cette puissance-là. Donc c'est un 2017, donc il commence à avoir un âge qui est relativement respectable avec ses 8 ans. On commence à être dans le Hamden qui a un beau profil, qui est assez, euh, on va dire, cohérent, qui a une belle tenue, qui n'est pas juste un jus d'ester avec très acide et vraiment juste centré sur les solvants. Donc là, on a une très belle bouteille. Puis au niveau tarif, surtout les deux single casks qui étaient proposés, donc celui-là qui était à 160 euros et l'autre, le Sea Diamond H de 2021 qui était à 115 euros, qui étaient du coup des positionnements enfin, très intéressant, je trouve. Enfin, c'est assez imbattable dans le domaine des Hamden, notamment quand on voit le 15 ans full tropical qu'ils ont sorti, qui est en plus réduit à 50 degrés, que j'ai trouvé très bon, mais que je trouve en positionnement tarifaire pas du tout cohérent avec le reste. Mais ça, c'est pas très grave. Et l'autre point sur Hamden, c'était la nouvelle série en fait Magnum qui, enfin moi j'en attendais pas grand-chose parce que c'était pas une série qui me parlait beaucoup avant. Et en fait j'ai trouvé la démarche super intéressante cette année parce qu'ils ont fait appel à la photographe Christina de Middle. Donc personnellement je suis un grand fan de photos, donc c'est une photographe que je suis, j'ai des bouquins à elle là, à côté de moi, voilà. Mais surtout ils lui ont demandé de faire un reportage sur la distillerie Hamden. Donc, c'est que des photos faites spécialement pour cette série-là. Donc, c'est des très belles photos si on aime le style de la photographe. Du coup, ça complémente bien l'esprit de la série qui avant était un petit peu juste des images prises au hasard de gros noms. Donc, c'était juste mettre un nom sur une bouteille. Là, il y avait toute une démarche artistique qui était très intéressante derrière. Et pour le coup, les jus étaient, pour le coup, très qualitatifs. Il y avait le Hellrock que j'ai trouvé un peu moins intéressant, qui est le plus cher de la série en plus. Et après, quand on montait, donc il y avait un Diamond Edge 2017, le même
la même année que le single cask, qui avait un HGML 2018, il me semble, et un doc de 4 ans. Voilà, qui étaient tous très bien dans leur style, mais qui étaient très maîtrisés et en plus à des tarifs qui restent dans le domaine du raisonnable malgré la licence Magnum. Ouais. Et puis avec j'allais revenir enfin, je te rejoins. Moi, c'est une série qui me parle pas trop. C'est la 3e fois qu'ils font la série. Les 2 premières, il n'y a pas de bouteilles vraiment dingues qui sont sorties à chaque fois. Je sais que c'était un petit peu fourre-tout, hein, des Saint-James, des Clarendon, des choses un petit peu différentes. L'année dernière, par exemple, le Hamden, c'était un 5 ans qui était à 300 euros, quelque chose comme ça. On sent quand même que voilà, là, on est sur des produits qui sont plus vieux et moins chers. Donc, c'est quand même toujours intéressant quand les marques font gaffe un petit peu à leurs consommateurs. Et puis, oui, le HGML, par exemple, j'ai trouvé très, très bon. Alors, j'ai pas goûté le DOC, j'ai goûté le HGML et le Diamond Age. C'est de le faire un peu un peu moins franchouillard. Mais non, je te rejoins, une belle série, bien maîtrisée. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait avant chez Hamden, qu'on a un peu perdu sur quelques années et qui revient avec des bouteilles un petit peu qualitatives, un petit peu rares, jolies, en même temps des bons jus à l'intérieur. Donc, faut le saluer. Du coup, en fait, sur la suite, moi, je vais parler du Symbiosis que tu vas peut-être nous montrer, Pierre, parce que tu as la chance d'en avoir Allez, une chez toi. et ouais, Et puis de toute derrière la toi. série, en fait, Artist Collection, donc c'est la série numéro 15. Voilà, donc super bouteille, comme d'habitude, avec la série Artist. Donc là, tout dans les tons de bleu pour la partie tourbée. Donc je crois qu'il y a 6 bouteilles. Moi, j'en ai goûté 5 sur les 6. Parce que c'est des séries qui sont assez compliquées à goûter, même sur le Whisky Live, où il faut arriver très tôt. Moi, je suis arrivé, il en manquait déjà une. Je crois que vous ne les avez pas toutes faites non plus, vous. Mais celle-là, pour le coup, c'était la première de la série qui est sortie à 99 €, je crois. Donc, un tarif qui n'est pas du tout dans la lignée de tout ce qu'on peut trouver dans la Artist Collection. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée dans cette série-là. Et donc, c'est un blend. C'est un Buna Habine et un Kalaila. Et qui faisait vraiment totalement le taf. On a tout ce qu'on cherche. On a de la gourmandise, on a de la tourbe, on a un profil qui est super intéressant. Donc voilà, au niveau du positionnement tarifaire, la porte d'entrée sur l'Artist Collection, le côté whisky tourbé qui regroupe un petit peu toutes les facettes qu'on peut rechercher, je trouve ça super bien. Ah ouais, vraiment, je l'ai ouvert hier soir et j'en parlais avec les potes. C'est vraiment, t'as une grosse gourmandise avec la tourbe, ça marche super bien. Enfin, pour moi, c'est je vous disais tout à l'heure, hein, que je suis pas un spécialiste du whisky, c'est un vrai plaisir. C'est une vraie porte d'entrée. Le prix est super intéressant, donc c'est tout réussi. Ouais. Réussi, je te Ouais. rejoins. Il y a une note sur le blog pour ceux qui veulent aller voir. Je l'ai goûté aussi après le salon, un peu en me disant j'ai goûté, c'était sympa, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et j'ai pris en effet beaucoup de plaisir, quoi. Je pense que là, on est assez unanime pour dire que c'était vraiment une très belle bouteille à moins de 100 €. Enfin, un jus qui est très bien et en plus une belle bouteille, donc ouais, c'est super. Ouais, c'est vrai que c'était à côté d'autres bouteilles comme un Corel à 40 ans qui était magnifique, mais voilà, c'est à 3 000 €. Il y a un Lafrogue 20 ans, un Ardbeg 25 ans qui étaient aussi très bien dans leur style, mais voilà, celle-là, pour le coup, si on en avait une à retenir, c'était pour moi celle-là, quoi. Et du coup, en dernier, je voulais parler de States parce que du coup, c'était le lancement de States officiel pendant le samedi soir. Donc, il y avait une petite soirée avec une présentation d'Alexandre Gabriel. Donc, il y avait le lancement de la marque, l'histoire de la distillerie de la West Indies, pourquoi la création de la marque States, quelle sera la différence de States à la Barbade et en France, qui sera le deuxième marché, et après ils verront où est-ce qu'ils voudront se développer. Mais du coup, il y avait la présentation d'un rhum Ayester pur jus, le plus haut Ayester pur jus au monde, qui a été présenté pendant la soirée. C'était un petit peu pour faire le buzz. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant pour le coup, donc on va passer de temps là-dessus. Par contre, il y avait un autre jus qui était présenté, distillé sur le Rockley, qu'ils ont restauré récemment,
qui pour le coup était très très intéressant, qui n'est pas encore embouteillé, mais donc on a eu l'occasion de déguster pendant la soirée. Donc là, ce superbe alambic qui a, je crois, 150 ans, voire un peu plus, qui a été restauré récemment. Donc j'ai hâte de voir les jus qui vont arriver. Et puis dans les embouteillages officiels, du coup, il y a le Two Taps qui vient c'est du Vulcain, qui est super intéressant aussi, voilà, avec un profil un petit peu métallique, un petit peu herbacé. Vraiment, on sort de ce qu'on connaît. C'est vraiment une vraie signature. Il y a le Fusion qui sort de l'alambic Old Greg, qui est beaucoup plus dans un style jamaïcain, très fruité sur l'ananas, sur la pomme verte, ce genre de choses. Donc, on a l'impression de boire un Anden. Donc, c'est deux jeux qui sont assez différents, qui sont réduits à 46 degrés, qui vont sortir pas très cher en plus. Je crois qu'ils sont à 65 ou 70 euros. Et voilà, je trouvais ça vraiment très bien fait. La réduction marche très, très bien. Pour moi qui ai en principe du mal avec des rhums en dessous de 50 degrés, on va dire, des fois c'est un petit peu léger. Là, pour le coup, ça se tient très bien. Les bouteilles sont très jolies aussi. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui pour moi m'a marqué que j'attendais vraiment et j'ai pas été déçu. Et il y avait forcément la dernière bouteille qu'ils ont sortie, c'est le Rogo Monsta. Donc là, c'est un rhum de mélasse à ester à 2000 grammes d'ester, qui est un petit peu délirant, qui vend dans une petite bouteille de 20 centilitres. Là, c'est en train de sortir, j'ai vu, c'est à 35 euros, donc c'est pas non plus trop délirant au niveau tarif. Et c'est assez fun, c'est assez abordable aussi au niveau dégustation. On est sur les 56 degrés à peu près de mémoire. Donc c'est très ester, mais c'est pas aussi repoussant qu'on pourrait avoir sur un DOC par exemple, un petit peu jeune, ou sur des TECC qui sont parfois vraiment très sur la colle, sur le silicone. Là, j'ai trouvé ça assez abordable, mais en apportant ce petit peps qui se marie très bien dans les cocktails, je trouve. Donc voilà, très content de Je la te rejoins, hein, le Vulcain très sympa. Alors les autres aussi, hein, c'est vraiment une belle gamme. Après, le Vulcain, il a apporté quelque chose un petit peu différent, donc c'est quand même intéressant quand tu as une nouvelle marque qui sort, qu'ils aient un petit peu leur signature, comme tu disais. Donc ouais, une belle réussite. Je suis assez d'accord. Je les ai goûtés sur le tard. J'ai un peu passé à côté. Ils avaient un petit stand collé au stand de plantation, un petit peu une petite table posée dans un coin, et franchement, ça valait le coup. Très très belle bouteille, ouais. À surveiller en tout cas. Arnaud, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. J'ai fait le tour, donc tu peux y aller. Ok. Ouais, bah, je vais enchaîner avec quelques bouteilles. Tu parlais de Planterey à l'instant. J'ai beaucoup aimé aussi, et je crois que je ne suis pas le seul, le Trinidad 2000, 25 ans, qui était vraiment, vraiment réussi, qui sort à 270 euros. Donc, bon, c'est une somme, mais on est quand même sur un rhum assez collector et vraiment réussi. Très sympa. New Grove sort, lui, la distillerie, elle sort un 21 ans. Je crois que c'est. J'avais révisé avant, mais il faut que je prenne mes notes. Je crois que c'était Inception. Ouais, j'étais pas sûr, mais c'est ça. Ah, c'est Donc j'étais. Je me suis dit, non, peut-être que je confonds avec le film, mais non, c'est ça. Donc le jus est vraiment sympa. Il sort à 50 degrés. En plus, il est à 160 euros, la bouteille, pardon. Donc Ah là, ouais, je suis content d'avoir le prix. J'ai cherché partout le prix et je m'attendais à un truc à plus de 200 balles, tu vois. Donc 160 balles, ouais, super, super bien placé. ouais. Donc franchement super. Et je sais pas je sais pas si ça peut aller au-dessus de 90 sur 100, si on parle de notes. Mais même si ça reste à 87, 88, voire même 89, ou même peut-être plus, hein, ça reste une belle bouteille qui est d'une part intéressante, d'une part on boit quelque chose de vieux, etc. Donc c'est quand même super. Et New Grove, c'est une marque qu'on a beaucoup appréciée. Des belles bouteilles que j'ai achetées au tout début où j'ai intéressé au rhum, c'était en 2005 à eux, embouteillé pour la maison du whisky. Et c'est un peu en partie pour cette bouteille que je suis rentré par cette bouteille dans le monde des rhums un peu sympa, un peu haut de gamme, etc. Donc je pense qu'ils ont réellement un coup à jouer sur un positionnement un peu comme Isotier, sur des rhums à la fois agricoles, mélasse, avec peut-être un peu plus de liberté qu'on peut avoir en Martinique.
pour faire des jus intéressants, etc., des volumes, etc., avec peut-être de la mélasse, etc. Donc, franchement, New Grove, en plus, ils ont recruté le maître de chef, l'ancien maître de chef de chez Bologne, François Xavier. Donc, je pense ça va être à suivre. Et je pense que New Grove et Isotier peuvent tracer une voie vers quelque chose d'un peu différent, et je suis impatient de le voir. L'Encantada, bon, on en parle tous les ans, donc je vais être assez bref, mais j'ai passé un très bon moment, comme d'habitude, vous allez dire, avec eux. Je trouve que leur stand VIP était très sympa avec les grosses Dames Jeanne. Alors, je prends mes notes parce que j'avais zappé, mais il y avait un Artigo 85, donc la petite vignette jaune, Artigo 85 qui était très bien, et un Couloumé 90 qui était très réussi aussi. Voilà, mais tout le stand, franchement, tu vas chez eux, tu passes un bon moment, quoi. Et en plus, ils ont, eux, pareil, un peu différemment de Musgrove, mais ils ont la possibilité de sélectionner des Armagnacs de pas mal de coins différents, dans l'Armagnac, bien sûr, mais avec des goûts assez différents. Et donc, finalement, quand on fait une déguste avec eux, on peut avoir des produits très, très fruités, fruits jaunes, des Armagnacs plus fruits secs, d'autres très boisés, un peu café, etc. Si on va sur Los Pibus, par exemple. Et il y a une diversité qui est folle. Donc, l'Encantada est un bel ambassadeur de l'Armagnac, mais il n'y a pas que. Ils modernisent vachement le produit, hein, et c'est vraiment super. Et puis l'accueil toujours au top avec le petit fromage de chèvre, la tome de brebis d'ailleurs, je crois. C'est toujours un bon moment, hein. Je te rejoins, c'est super. Et puis oui, là ils avaient deux stands aussi, et ouais, très bien, très bien. Et puis un petit mot aussi vite fait sur New Grove, ce que tu disais tout à l'heure, hein, il y a aussi la cuvée l'émotion, la carafe l'émotion qui marche bien. Globalement, New Grove, c'est des très bons produits. Après, parfois, je suis un peu moins fan quand ils vont chercher des finishes whisky, des choses comme ça sur certains single cask. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a une base de jus qui est vraiment top à chaque fois. Ouais. Et je pense que, bon, là, en l'occurrence, leur cuvée, 21 ans, elle est à 50, et c'est très bien. L'idée, c'est pas du tout de dire. Mais je trouve que c'est des jus qui peuvent monter à 55-60, et c'est bien d'avoir des gammes qui sont diverses en termes d'aromatiques, en termes de degrés. Et voilà. Mais je suis d'accord avec toi, il y a eu un moment, depuis 3-4 ans, ils faisaient pas mal de finish. Il y avait leur série avec Beau Repère, je crois, pas mal d'étiquettes un peu différentes, etc., des finishes un peu originaux. Et je trouve qu'ils sont éloignés. Et on le dit souvent, mais je vais le redire un petit peu, sans méchanceté aucune, mais souvent quand on fait des finishes originaux, c'est pour cacher un jus de base qui n'est pas fou. Et je pense que, comme tu le dis, fort justement, Pierre, New Grove a ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de le maquiller. Donc l'Encantada, très bien. Vincent, franchement, au top. Et en parlant, Juste un point sur l'Encantada pour finir, parce que juste au niveau le service à la pipette est quand même pas forcément idéal en salon, parce que ça prend un petit peu de temps, et il galérait, enfin, nous, celle qui nous a servi a quand même pas mal galéré à essayer d'aller chercher ces fonds de Dame Jeanne. Donc, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur le service des Dame Jeanne, mais c'était super sympa. Et puis, le fait que ce soit des domaines oubliés ou qui ont disparu aussi, donc qu'on ne retrouvera plus, ça aussi, c'était très, très chouette sur le stand VIP. Toute la gamme était très, très cool, notamment le Ça va domaine bien avec ce qu'on peut Artigo. attendre en termes d'animation et de produits, ouais, justement, le exactement. stand VIP, quoi. Voilà, un truc un peu différent. Après, ouais, moi j'ai eu un verre, par exemple, à un moment j'ai eu un verre, je pense qu'il y avait ça dedans, quoi. Une mauvaise maîtrise. Alors après, on se les partageait, mais c'est vrai que, ouais, je suis d'accord, c'est galère, hein. Mais quiconque s'est déjà servi d'une pipette dans un fût ou machin, sait que c'est quand même une belle galère C'est clair. pour faire quelque chose d'à peu près propre. Ça apportait un peu de fun. Ouais, C'était pas mal. exactement, parce qu'en effet, c'est peut-être galère, mais connaissant maintenant, je peux le dire tout petit peu, Vincent, je pense qu'il était très content de faire son petit effet, voilà, c'est peut-être moins marrant pour sa collègue qui était avec lui, mais qui a été pro et efficace. Donc voilà. Juste pour Gros Perrin, je reviens parce que je le vois. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, en tout cas, Gros Perrin, Nesson, Isotier, je l'ai dit, mais Symbiosis aussi. Mais Gros Perrin, franchement, pour moi, c'était le stand du salon. Et tu avais évoqué tout à l'heure le 52-22. Il y avait un 35-41 aussi, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, qui était aussi formidable. Et donc, ouais, je crois que limite, si on avait dû mettre des notes, pardon, ce qu'on ne fait pas en salon,
on aurait eu, je pense, les deux plus belles notes sur ces deux cognacs absolument fabuleux. Après, pardon, Marciano. Je pense que Gros Perrin, c'est un coup de cœur pour tous ceux qui sont passés, pour en avoir parlé pas mal. Quiconque s'est arrêté chez Gros Perrin, que ce soit en stand classique ou VIP, c'est un coup de cœur qui vienne du rhum, du whisky. C'est juste assez sensationnel, quoi. Ouais. Mais juste, Pierre, tout à l'heure, tu évoquais le prix. Mais je crois, malgré tout, et après, c'est normal, c'est des prix spiritueux qui ont 80 ans, mais c'est quand même plusieurs centaines, enfin, quasiment 1000 € pour ces quilles-là. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est bien, c'est super même de pouvoir les ouvrir en salon et voilà. Et vu que je suis un petit peu relou, je vais en parler maintenant, mais je l'ai mis en flop. Je ne sais pas si ma mise à jour intempestive sera visible, donc je le fais maintenant. Mais je trouve que ce côté un peu rendez-vous à 17h, ça fait toujours un afflux massif. Et il y a eu ça aussi avec quelques autres. Enfin, je crois que c'était Theory Vintage qui faisait ça au whisky, où en gros, ils faisaient à chaque heure pile, 15h, 16h, 17h, une nouvelle sortie d'ouverture de bouteille. Et tu arrivais à 15h30 ou 16h30 ou peu importe 30, mais en fait, tu n'avais plus rien. Donc, c'est bien, ça fait l'événement, etc. Mais ça fait que si tu n'es pas là, bah, tu ne peux pas l'avoir. Et voilà. Donc, en effet, tu as évoqué ton expression peut-être favorite. Quand on fait les récaps de salon, Pierre, de la confiture à des cochons. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que on était beaucoup à ce moment-là parce que tout le monde avait eu le mot, etc. Donc ça faisait un peu full et tout. Donc bref. Ouais, on a l'impression d'être un peu en boîte, dans Ouais, le c'est ça. verre. Faut repérer choper un regard, ouais. Et puis en plus, pour le coup, il savait bien. Hein. Je pense qu'il y a eu des déçus parce qu'il savait bien pour un jus comme ça. Après, c'est le problème de ces bouteilles quand on a qu'une, en fait. Soit tu la mets sur le comptoir et tu la sers qu'à des mecs avec qui tu sens que ça va plaire, voilà. Ou alors tu fais un truc comme ça, mais en fait, je pense que c'est un vrai dilemme en fait dans la gestion de ton produit. Peut-être qu'il faut pas l'ouvrir du tout. Ouais. Je saurais pas dire ce qui est la bonne chose à faire en tout cas. Ouais. Je vais peut-être, je vais peut-être vous choquer. J'ai pas peur des mots, mais pour moi, il faut mieux limite ne pas l'ouvrir en fait que dire à tout le monde de venir. Tu viens, imagine, tu étais à la fin, tu n'avais pas de verre, tu étais deg, alors que tu vois des gens qui. Voilà. Après, en même temps, tu ne peux pas en vouloir à une marque de vouloir offrir à ses amateurs, à ses fans, une bouteille hors du commun. Mais bon, voilà, en effet, il y a un dilemme. Et moi, personnellement, je suis pas archi fan de ça. Parce qu'en plus, imagine, tu arrives en retard, tu l'as pas, ou bien on te dit j'ai goûté ça, ça va pas être là à cette heure-là. Tu as un petit côté, une petite pointe de déception, tu vois. Bref. D'accord, et puis on l'avait dit l'année dernière avec Caroni qui faisait ça avec sa gamme Paradise, il fallait venir à 15h pour la voir, ou c'était un peu la foire. Ouais, non, t'as raison, hein, faut pas que ce soit un modèle en tout cas. Voilà. Faut pas que ce soit un modèle et que ce soit le nouveau truc un peu à la mode de faire son petit buzz à telle heure, voilà, c'est sûr. Et après, je prends les photos en mode il y avait 400 personnes devant le stand. Enfin, bref, je parle pas de Gros Perrin parce qu'ils ont été réglo de A à Z tout le week-end. Tu l'as dit tout à l'heure. Arnaud, excuse-moi, juste. Non, mais c'est qu'en fait, c'est juste une qui un peu plus exceptionnelle que les autres. Enfin, même beaucoup plus, mais c'est déjà au milieu d'autres qui exceptionnelles. Par rapport à Caroni, pour moi, c'est un peu différent, où en fait, il n'y en a pas du tout, et juste à un moment, il y a une bouteille qui sort, où là, du coup, tout le monde se jette dessus, sinon le stand, il est désert. Là, ça me pose un problème. Là, c'est un petit kiff, je pense qu'ils se font aussi, parce que eux, ça leur permet de les goûter. C'est un embouteillage quand même qui a été fait il y a très longtemps. Du coup, je pense qu'il y a ce côté kiff personnel aussi qui rentre en jeu. Non, bien sûr. Non, mais je l'ai dit au moment de Gros Perrin, et je ne veux pas qu'on se méprenne. Donc voilà, mais il y avait d'autres marques qui le faisaient. Et je ne suis pas archi fan de ce rendez-vous sur le stand à un moment précis avec beaucoup de monde qui vient. Et voilà. Mais c'est tombé sur Gros Perrin, malheureusement, mais ce n'est pas voulu parce que vraiment, leur stand était fou. Et en plus, tu peux tout goûter. Tu peux goûter, revenir goûter juste un ou deux. Enfin, parmi les plus beaux, bref. Et super accueil aussi. Et enfin, Longto, je vais être très bref, mais j'ai passé un bon moment aussi. Petite dédicace à Flo qui m'a vu revivre avec un blanc magnifique de chez Longto. Et je vais le dire de manière assez transparente, mais j'étais un petit peu inquiet avec le départ de François Fils de la distillerie. Donc j'étais un peu inquiet, donc j'y allais un peu pour discuter.
Et on a eu la chance d'avoir François Père qui était là et qui a été parfait, très bien accueilli sans savoir qui on était. Et c'est très agréable. Donc voilà, ils avaient l'air très très bien tous ensemble et c'est super. Et leurs blancs sont vraiment vraiment sensationnels. Donc Longto, big up, qui n'est pas la famille Longto et bravo. Je trouve voilà, le départ de François a été, en tout cas au salon, bien géré et je dois avouer que je ne pensais pas que ce serait le cas. Donc bravo et je suis bien content pour eux. Euh, on passe à la suite avec quelques flops. Alors, j'ai évoqué lors de vos tops mes quelques flops dont je garde la main avec la série Rom Rom. Tout à l'heure, j'avais évoqué ces bouteilles qui avaient été clivantes, donc avec des personnes qui ont été fans de ces trois sorties Rom Rom. Moi, personnellement, j'en ai aimé, je vais le dire, absolument aucune. Et c'est même pas, c'était pas mal et j'ai été déçu. C'était que j'ai trouvé les trois limite imbuvables. Déception, déception Rome-Rome. On sait que c'était un projet phare pour Luca Gargano et pour Capovilla, qui a eu des problèmes avec Biel, etc. Donc ça, on ne sait pas trop et j'ai pas envie de savoir. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que depuis les dernières sorties sont pas folles. Et voilà. Donc, si ça doit continuer, pour moi, en tout cas, soit je ne goûterai pas, soit ça change un peu de direction. Mais je trouve qu'il y a des problèmes je ne sais pas si c'est dans la distillation ou dans la conservation des jus, mais c'est assez soufré. D'ailleurs, tu le disais avant qu'on enregistre, mais je suis d'accord avec toi. Euh, et il y a quelque chose qui ne va pas pour moi dans cette série. Et je pense que, en tout cas, dans mes goûts à moi, on s'éloigne carrément de ce que doit être un bon agricole et même un alambic. Donc voilà, vu que j'ai parlé un peu de mes flops symboliques, partiels tout à l'heure, je ne vais pas insister. Je ne sais pas s'il y en a un, Pierre ou Arnaud, qui veut prendre la main pour parler de ses flops à lui. Allez, j'enchaîne. Bah ouais. À la fin, Arnaud. Donc voilà, moi, trois petits points. Alors le premier, c'est les Flag Series, la série drapeau de la maison du whisky. Chaque année, on a une nouvelle série. Alors ça avait très très bien démarré avec un Trinidad 2001 il y a quelques années, qui était un des premiers, on va dire, gros Trinidad, on va dire, qui a remis TDL sur le devant de la scène, alors que jusqu'à il y a quelques années, il faut dire les choses. Trinidad, c'était Caroni et TDL, c'était le Trinidad vraiment secondaire. Et on a eu avec Angostura, ce 2001, avec pardon. C'était Angostura. Ouais, et puis c'était un peu snobé, il faut dire les choses. Hein. Il y avait quand même, voilà, c'était pas forcément très très bien vu. Et le TDL, c'est devenu depuis 2-3 ans quasiment une des destinations et une des distilleries, des marques les plus recherchées. Donc, on a senti l'évolution et ce TDL 2001 chez Flag Series, c'était un des premiers. Il y avait aussi eu un magnifique 2003 chez comment ça s'appelle ceux qui font les boulets de canon. Attends, je perds mes Compagnie des Indes. pardon. Compagnie des Compagnie Indes. des Indes. Compagnie Ouais. des Indes, voilà, qui avait sorti un TDL 2003 en 2016, qui avait été assez exceptionnel aussi, un 16 ans en 2019, qui avait été aussi assez exceptionnel. Enfin bref, je m'éloigne un peu, mais en tout cas, voilà, la série avait bien démarré. Et chaque année, alors allez, si on veut lui donner un petit crédit, c'est que elle va mettre en avant des destinations qui sont moins courantes, avec beaucoup de rhum d'Asie. Là, cette année, je crois qu'on avait l'Indonésie, il me semble. Il y a eu la Thaïlande, Vietnam, etc. Donc, c'est des choses assez sympas d'aller chercher, même si dans le verre, c'est jamais déglingo. Moi, là, ce qui m'a fortement déçu, en fait, c'est qu'il y avait il y avait un Saint-Lucie 2004 sur le papier, Saint-Lucie, moi, j'adore. Et c'est une vraie attente, du coup, quand il y a une destination, un truc quand même, un Saint-Lucie, 21 ans. Quand on a vu les Sherman chez Old Brother de 20 ans, qui était quand même assez magnifique. On se dit que là, on va peut-être toucher quelque chose de fantastique. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça trop alcooleux, enfin, un manque de profondeur aromatique. J'ai vraiment trouvé ça sans intérêt, en fait.
Globalement, sur cette série, je trouve que sur l'aspect découverte, pourquoi pas, mais à chaque fois qu'on a des destinations, on va dire, plus traditionnelles dans le monde du rhum, la Jamaïque, par exemple, qui était aussi plutôt cher pour quelque chose qui n'était pas exceptionnel. Je trouve que voilà, souvent, quand il y a une destination un petit peu plus classique, et ben, on a quelque chose qui est à la fois qui est pas ouf, quoi. Voilà. Donc, j'ai du mal à la saisir en fait cette série. J'ai pas un jus qui à part ce Trinidad qui me marque et là une déception avec ce Saint-Lucie. Après la deuxième. Pierre, Pardon. excuse-moi, je te Ouais. coupe 2 secondes, mais et vraiment très très vite, mais je suis comme toi, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de cette série, alors qu'il y a tant de séries différentes par ailleurs qui sont toutes réussies, enfin ou en tout cas euh, souvent réussies et en tout cas toujours pertinentes. Et là le fait de devoir entre guillemets sortir des origines un peu originales, etc. dans cette série-là, j'y arrive pas du tout à comprendre. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, c'était juste pour Ouais, et moi, je trouve ça demander. souvent très alcooleux, en fait, dans toutes les sorties que j'ai pu goûter. J'ai pas eu l'occasion de goûter les premières, malheureusement, mais je trouve ça toujours très, très sur l'alcool par rapport à d'autres. Après la deuxième bouteille là pour le coup c'est quelque chose c'est un rhum qui était très correct, hein, voire plutôt bon pour être honnête, hein, le plan très Réunion. Simplement ben voilà il était c'est un grand arôme qui on n'a pas retrouvé les marqueurs de ce qu'on attend d'un grand arôme, hein. C'est un grand arôme 20 ans, donc un des plus vieux grands arômes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des grands arômes de 20 ans ou plus. Vagabond Spirit, je crois, on a fait un très vieux aussi. C'est pas Euh, du grand arôme, c'est du trad. ah bah voilà. Donc voilà, en tout cas, on était sur une bouteille qui, sur le papier, pouvait être très très attendue, à un prix plutôt intéressant, à 169, quelque chose comme ça, si je me trompe pas, ou 139 même peut-être, non, Ouais, à peu près. 169. Donc voilà, quand on voit les prix chez Savannah, où on est sur des prix plus élevés, mais pour 50 centilitres, là on est sur quand même quelque chose d'assez, sur le papier, d'assez séduisant, et dans le verre, moi j'ai trouvé que ça ressemble plutôt à un trad un peu boosté, très classique. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu, il y a eu une petite déception plutôt par rapport à l'attente, on va dire. Parce que ça faisait partie des bouteilles, forcément, qu'on avait un petit peu entouré en se disant, voilà, on a un truc, enfin, un grand arôme bio. On en a un petit peu parlé dans d'autres vidéos, hein, les grands arômes 14 ans qui sortaient au début, avant que Savannah explose vraiment, hein, le Chronicle, je parle de, voilà, à cette époque-là, quand ça se vendait pas très bien, en fait. C'était des 14 ans, c'était des choses très vieilles, et depuis quelques années, bah, c'est de plus en plus cher, de plus en plus jeune, hein, Savannah, et de plus en plus difficile à acheter. Voilà, moi, c'est pas une marque après laquelle je cours, pour plein de raisons, notamment celle que je viens d'évoquer. Là, il y avait une petite attente, et puis voilà, je trouvais que c'était un trop classique. Voilà. Et le dernier point, c'est le stand Caroni. Alors, c'était un stand Nine Live Caroni. En fait, c'était un stand Nine Live. Voilà, a priori, voilà, Arnaud, avant la vidéo, me dit qu'il y avait eu un Caroni à un moment donné. Moi, je l'ai pas vu. J'ai vu la photo. Et ça a dû être vraiment. Et pourtant, voilà, c'était à côté de Gros Perrin, c'était en face de Nesson. On a traîné un peu par là quand même. Donc c'est à moins qu'ils aient sorti les bouteilles à chaque fois qu'on allait aux toilettes, mais j'ai du mal à y croire. Il y avait un Caroni pour le salon. Je pensais qu'on le goûterait et je pensais qu'il serait quand même plutôt accessible, hein. Alors c'est une bouteille à 1000 balles, mais enfin l'entrée au vif c'est 120, 130 euros. Donc voilà, des bouteilles à 1000 balles, on en goûte ailleurs aussi. Franchement, voilà, tu sors un Caroni spécifiquement pour le salon avec un petit peu de volume. Je trouve ça étonnant et dommage qu'il soit pas en dégustation de manière, même s'il ne trouve pas 50 bouteilles, de manière un petit peu régulière, quoi. Voilà, c'est un petit coup de gueule parce que ça c'est quand même la marque mythique. Il y avait très peu de Caroni sur le salon. Là, il y avait pour le coup une bouteille qui était exclue au salon. Pour moi, c'est la moindre des choses que la bouteille exclue au salon, elle soit dégustable sur le salon. Une petite anecdote sur cette bouteille exclue du salon, parce qu'il y en a pas mal qui l'ont demandé, et du coup, la personne qui était sur le stand Vélier commençait à lâcher quelques infos, et a dit que c'était du réplica, parce que c'est le même millésime, et en fait, c'est le même batch que le réplica, juste réduit à un degré différent. D'où le volume, et d'où le fait peut-être que ça parte aussi très mal, maintenant que c'est sorti. Mais voilà, c'est du réplica embouteillé à 2 ou 3 degrés de plus. Du coup, on a moins de regrets de ne pas l'avoir goûté alors. Ouais. Peut-être c'est presque. Parce que le réplica, donc c'est la bouteille jaune, ancienne étiquette pour ceux qui ne savent pas. Je l'ai goûté plusieurs fois et j'ai toujours été déçu, quoi.
j'ai toujours été très déçu même. Je trouve ça. Alors, bon, c'est encore une fois mes goûts et je suis un peu brut de décoffrage parfois, mais je trouve ça vraiment pas au niveau des Caroni de Vélier du tout, quoi. Ça à prendre avec des pincettes, mais ça vient quand même de la personne qui tenait le stand Vélier, je sais pas comment elle s'appelle, mais voilà, qui en parlait un petit peu en off à côté du stand. Donc, Je pensais que ça, c'était un single cast, tu non, vois. non, quand tu regardes le volume, en fait, c'est pas un single casque, il est pas vendu comme ça, et du coup, tu comprends un peu mieux. Ouais, du coup, 1000 balles, 50 centilitres. Ouais. Alors que le réplica est à 300, enfin, 350 € et il en trouve encore à ce prix-là, je crois. Donc, Ouais, voire même un petit peu moins. Ouais, bah, 250, 300 balles, tu dois pouvoir le trouver, le réplica. Ouais. Ok. Bah, écoute, à suivre, mais en tout cas, voilà. Bon, globalement, je trouvais que c'était, alors encore plus si c'est ça, alors là, c'est vraiment sans excuse, quoi. Parce que faut même pas imaginer la marge, je pense que tu peux craquer une ou deux bouteilles, la marge qu'il y a sur un truc comme ça, enfin, qui a dû être acheté, enfin bref, on va pas rentrer trop dans le truc, mais du coup, voilà, je trouve que il faut pas écrire Caroli sur un stand si t'en mets pas, quoi. À un moment où il faut faire le deuil, il faut, voilà, mais là, j'ai trouvé que c'était presque de la publicité mensongère. Et du coup, c'était un stand Nine Live, qui, je pense que c'est volontaire, hein, d'avoir associé les deux marques. Il y a une volonté marketing que Nine Live prenne un peu le relais, avec une histoire un peu similaire de Caroni. Voilà, je vais pas rentrer dans l'état des Nine Live, je les ai goûtés. Il y en a un qui était, il y a il y a un vieillissement Armagnac qui était un peu mieux que les autres. Mais globalement, on est sur des trucs, voilà, c'est sympa, mais ça rentrera pas, à mon avis, dans le mythe du rhum et ça suivra pas les traces de Caroni autrement qu'au niveau marketing. Ouais, moi, pour avoir fait toute la série Nine Lives, il n'y a rien qui m'est resté vraiment à l'esprit, à part le flux d'Armagnac, qui, pour le coup, pour moi, j'ai trouvé très intéressant par rapport aux autres, alors que toute la première série, à part le blanc, c'était pas intéressant pour moi. La deuxième, à peu près pareil. Ouais, il y a trop de flux différents, il n'y a pas de signature, il manque quelque chose, quoi. On les met pas dans les flops parce qu'on n'en attendait rien, mais Voilà, c'est exactement ça. Bah, du coup, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Simon, sinon moi je peux enchaîner. non, vas-y, c'est OK pour moi. Ok. Bah, du coup, ouais, j'ai enchaîné sur les nouveautés Vélier qui, enfin, c'est pas que des flops, mais il y en a quand même quelques-uns dedans, notamment pour moi le Veil Royal 2006, que j'attendais vraiment beaucoup parce que j'adore ce marque-là. 2006, une belle année, ça fait un joli compte d'âge, on est sur un 19 ans, donc il y a vraiment une grosse attente dessus. Et en fait, je l'ai trouvé quasiment imbuvable, vraiment très, très alcooleux. Je crois qu'on était tous dans le même cas quand on a goûté un peu tous ensemble, on était ensemble, Pierre notamment. Euh, et ouais, c'était par rapport à l'attente une très très grosse déception. ouais. Euh, D'accord. C'était une bouteille que j'avais cochée moi aussi. J'adore en plus, c'était un 2006 déjà, hein, la bouteille sortie dans la série Énergie, qui est quand même une des premières qu'on avait mis sur le site, Simon, une de nos premières dégustes ensemble. Et c'est un magnifique rhum, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie attente. Pareil, quand on voit l'année et l'appellation, enfin, pour moi, j'ai attendu à chaque fois, enfin, je voulais le goûter, mais je savais que c'est un truc à goûter en fin de salon parce que Long Pond, bah voilà, on sait que c'est très marquant et qu'on va pas goûter un nez sans étoile une fois qu'on a goûté un Long Pond. Donc j'ai attendu le bon moment pour y aller et effectivement, pour moi, trop fort pour moi. Voilà, trop fort pour moi. Peut-être que j'ai plus l'âge, hein, pour ce genre de truc, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que j'ai pas réussi à passer au-delà de l'alcool pour retrouver les arômes. Alors après, t'en parlais, Simon, hein, plusieurs fois de ces bouteilles clivantes. Il y a eu des retours très, très positifs sur cette bouteille. ouais. Voilà. Alors, peut-être que dans d'autres conditions, peut-être qu'avec une longue aération, peut-être qu'on a eu une bouteille qui venait d'être ouverte. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, ou les goûts aussi, hein, tout simplement, à le moment. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on a été assez unanime sur la difficulté, en fait, à passer outre la force, en fait, du degré, quoi. Ouais. Et dans la même série, il y avait le Guyana 2004 qu'on n'a jamais pu trouver sur le stand. Il y a quelques personnes qui ont réussi à le goûter, je sais pas quand, mais il n'a jamais été disponible. Alors, pareil, j'étais pendant les 2 jours très proche du stand, donc c'était un petit peu dommage. Mais du coup, dans la suite sur Vélier, il y avait l'habitation Vélier-Chamarel que j'ai trouvé totalement inintéressant, voire pas bon. C'était vraiment une grosse déception, alors que le Rainforest, qui était, j'en attendais pas grand-chose, mais qui était très très chouette pour le coup, assez frais, assez végétal. Donc, pour le coup, c'était pas un très gros coup de cœur, mais c'était une très belle surprise dans les habitations Vélier. Et
aussi la nouvelle série Artiste qui doit sortir chez Vélier, qui malheureusement n'était pas embouteillée, donc on n'avait même pas les belles bouteilles à voir, même si c'était en sample ou en fake. Mais du coup, on avait des échantillons qui étaient placés non réduits avec des jus qui étaient à 75 degrés et en fait qui étaient juste quasiment impossible à goûter. Et il y avait une trame qui était intéressante sur le Long Pond, je sais plus quel était l'autre, un Money Musk, donc il y avait un STC et un Money Musk. On sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais à 75 degrés, en fait, c'était pas dans des conditions de dégustation optimales, c'est pas censé sortir à ces degrés-là. Je trouve ça juste un peu dommage de les présenter comme ça, de manière aussi brouillonne, parce que du coup, sur le stand Vélier, on avait vraiment des grands écarts entre voilà, ça qui était un petit peu brut et d'autres choses qui étaient un peu moins intéressantes. Voilà, c'était un peu mitigé sur Vélier, alors qu'il y avait des très belles choses à côté, la série Magnum qu'ils ont fait. Parler de Handel. Mais quand même, globalement, allez, j'ai trouvé une petite renaissance quand même chez Vélier. Après, enfin, c'était les meilleurs stands pendant des années. Hein. C'était assez fou ce qu'ils nous ont servi. Et puis depuis 2 ans, des choses un peu plus qui oscillaient entre des choses, enfin voilà, pas forcément hyper intéressantes. Et là, il y avait quand même pour moi suffisamment de quilles intéressantes et beaucoup de quilles pour le coup, beaucoup de quilles. Donc quand on compare l'année dernière, le stand Vélier était assez triste. Hein. Franchement, voilà, une belle on est dans les flops, mais pour le coup, voilà, ça reste Oui, globalement, c'était plutôt bien et plutôt mieux en tout cas. ouais, c'est surtout quelques quilles en fait, en particulier, notamment Svel Royal 2006, qui pour moi j'avais vraiment coché et qui a pu finir à la maison, mais pas là, malheureusement. Ouais, alors, Et ouais, excuse-moi Arnaud, c'est moi qui ai mis en page ici, donc c'est de ma faute si ça a été mis ici, c'est pas la faute non, non, d'Arnaud. c'est Moi, pas j'ai un grave. petit mot à dire, Pierre. Je trouve qu'on en est arrivé à un stade où s'il y a quelques quilles sympas chez Vélier, on dit que c'est bien. Pour moi, c'est quand même, je vais le dire, une déchéance assez brutale de Vélier, quoi. Je veux dire, il y a 5 ans, on avait 6 de nos 10 tops qui étaient chez Vélier. Là, je pense que si on fait un top 10 du salon, il n'y a aucune quille de chez Vélier qui ressort, quoi. Et si on fait un top 10 Rome, je ne sais même pas s'il y a une quille de chez Vélier qui ressort non plus. Donc on en Ah est ouais, mais arrivé on enfin, est arrivé à dire, ouais, s'il y a des quilles sympas chez Vélier, c'est déjà pas mal. Mais pour moi, c'est 11. Enfin, je vais le dire. Et il est un peu tard au moment où on enregistre. Donc voilà, mais c'est honteux que Vélier ne sorte pas 2-3 quilles mémorables par an, quoi. Et ouais, c'est même après, inquiétant. voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, quand même, ce que je pense, c'est que ces Handel, notamment, si on les goûte il y a 5-6 ans, eh ben, je pense qu'on prend une claque. Tu vois, je pense qu'il y a quand même cet effet, Vélier a bénéficié de cet effet un peu nouveauté chez Anden. Il y a un profil on est peut-être maintenant presque trop habitué, mais je pense quand même que, enfin, on va dire que ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est pour moi, c'est mieux que l'année dernière. Voilà, il y a plus de choses, à des mieux positionnés, notamment cette série Magnum, hein, qui, pour moi, depuis le début, on passe à côté. Hein. Il y avait la première série, il y avait des trucs, enfin, c'était pour moi ni fait ni à faire. La deuxième, elle était un peu mieux, mais elle était super chère. Et là, voilà, de nouveau, on a un truc qui est plutôt cohérent. Moi, en MDN HGML, ça me parle à chaque fois. Et je pense quand même que sur MDN HGML, notamment, on goûte comme on a goûté le HGML 2010 au Rumfest en 2016, un truc comme ça, ou 2018, je sais plus. Où on avait pris une claque. Voilà, je pense qu'il y a quand même un petit effet Vélier. Maintenant, c'est très marqué Anden, hein, et Anden, on connaît. Je pense qu'en plus, c'est des jus sur lesquels on est allé, quand on l'a découvert, on a super apprécié, on s'en est un petit peu lassé aussi des profils. Donc maintenant, on a un petit peu de mal à être estomaqué par un super Jamaïcain, en fait. Ouais. En tout cas, par rapport à nos goûts, quoi. Et du coup, vu ce qu'il propose Vélier, je suis pas certain qu'on y soit destiné, en fait. Tu vois? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais juste après, je finirai parce qu'il y a un petit gâteau qui arrive qui va être sympa. Mais pour moi, si on dit que les deux des meilleurs Jamaïcains sortis par Vélier, Expédition Vélier, c'est Jamel 2010 et le Ryan Kong, bah, ça fait quand même quelques années, quoi. Et s'ils n'ont pas réussi à sortir de Hamden à ce niveau-là depuis 5 ans, bah, c'est
alors qu'en plus, ils ont plus ou moins racheté la distillerie, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Enfin, je sais pas ce qui cloche, j'ai aucune info et en vrai, enfin, en vrai, je m'en fiche, mais c'est quand même inquiétant, quoi. Voilà, si le top 2, enfin, allez, peut-être pas top 2, mais parmi les meilleurs, c'est des bouteilles qui ont 5 ans, il y a quand même quelque chose qui cloche. Voilà, mais bon, j'ai fini et je laisse Arnaud prendre la main. Ça marche. Du coup, moi, je vais juste enchaîner sur le stand DBM qui a un peu crispé certaines personnes. J'avais fait un post sur Instagram qui a créé un petit peu de débat et qui a la distillerie m'a répondu notamment. Donc, juste pour expliquer un petit peu le contexte, pour en fait éviter que ça se reproduise, parce que c'est pas une situation, je pense, qui est souhaitable. C'est qu'en fait, le stand DBM était un petit peu divisé en deux parties. Donc, je sais que vous n'y êtes pas allé, mais il y a pas mal de gens qui sont allés sur le stand classique où ils avaient le VO, VSOP et XO, plus la carafe qui venait de sortir, donc qui était en dégustation libre là. Et il y avait une petite table avec des tabourets qui étaient très bien décorés, avec toute la série de brutes de fût qui vont sortir prochainement, notamment le 16 ans qui a dû sortir là, il y a 2 semaines, et qui était du coup au milieu de l'allée centrale de la petite passerelle pour les Roms, donc qui était même pas sur leur stand, qui était vraiment en plein milieu. Et en fait, nous, on s'est présenté pour déguster justement les brutes de fût, parce qu'ils étaient là sous nos yeux, et surtout qu'il y avait quelqu'un qui les dégustait juste avant nous. Et on s'est vu répondre que c'était destiné uniquement aux professionnels et aux influenceurs. Dans l'espace classique du salon, un samedi et un dimanche, à la vue de tout le monde, avec un photographe qui prenait des photos et des vidéos des personnes qui étaient invitées à la dégustation. Ça m'a posé problème, ça nous a un peu tous posé problème, je crois, ceux qui sont passés et qui se sont vus refuser la dégustation. Donc voilà, on a eu la discussion avec la distillerie derrière, qui du coup s'est justifiée sur un manque de bouteilles. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres manières de gérer un manque de bouteilles sur un salon, comme on a pu en discuter juste avant, que ce soit sur une dégustation juste à un moment, que ce soit caché sous le bar, ou alors la réserver pour le lundi pour les pros. Voilà, je trouve une direction qui ne me plaît pas d'avoir ce genre de stand influenceur où du coup on attire du monde, que les gens connaissent un peu, on met des photographes un petit peu au milieu du salon. Je ne sais même pas si en fait c'est toléré par la maison du whisky ou c'est juste un petit peu passé sous les radars, parce que je trouve ça compliqué en fait d'avoir des bouteilles en exposition et de dire que non, elles ne sont pas pour toi parce que c'est pas le deal du salon en fait. Voilà. Le deal, c'est tu payes ton entrée et tu goûtes tout ce qui est sur les stands. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être même possible que comme tu dis, hein, que ça n'a pas trop été vu, mais pour moi je rejoins. Il n'y a rien de dramatique, mais il faut pas que ça devienne un standard. Autant la bouteille sous le comptoir, c'est un classique, on va dire, parce que oui, on l'a dit, il n'y a pas forcément toujours de quoi passer des tonnes de quilles sur 3 jours. Mais faire ça, voilà, nous on l'a pas vu, hein, on n'y est pas allé. Enfin moi perso, j'y suis pas allé, j'ai pas vu ce truc-là. Mais je te rejoins, hein, c'est pas c'est pas des choses qui se font et il faut surtout pas que ça devienne quelque chose de normal, quoi. À un moment, si tu veux réserver ta bouteille, bah tu payes un stand au VIP qui doit être sûrement très cher. Ou alors tu la sors pas, ou alors tu t'essayes un peu de sonder t'as des serveurs qui font ça, hein, ils sondent un petit peu la personne en face, ils voient si c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui va apprécier, et puis là ils vont sortir une bouteille un peu plus sympa parce qu'ils estiment que ça vaut le coup, mais c'est vrai que ça peut être surprenant. On l'a dit, hein, au Whisky Live, on a vu des Naissons 18 ans sur le stand Naisson accessible à tout le monde. Qui sont des choses extrêmement chères, extrêmement réputées et qui n'ont pas du tout joué le coup de ce genre de choses, quoi. Donc voilà, j'ai été assez surpris quand tu me l'as dit et c'est vrai que je te rejoins. C'est pas des choses qui se font. Après, c'est peut-être une erreur de jeunesse sur les salons, mais en tout cas, c'est pas le deal. En tout cas, pour moi, sur le salon, je comprendrais pas qu'on me refuse une bouteille qui est exposée pour des. Enfin voilà, moi, il y a aucune raison. C'est l'entrée, on paye l'entrée pour pouvoir déguster de manière raisonnable ce qu'on a envie de déguster. Ouais. Et merci Arnaud, j'ai vu que tu m'avais laissé dire un mot. Nous, encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois ça dans différents récaps, mais on serait typiquement les genres de personnes qui pourrions jouer un peu du côté blogueur, etc. On le fait assez peu.
Maintenant, on connaît les gens, donc voilà, mais ceux qu'on ne connaît pas, on n'est pas trop le genre à dire préférence Rome, etc. C'est vraiment nul. Ouais, c'est vraiment nul et surtout qu'en plus, c'est comme une série qui est ancienne, mais qui se lance sous sa propre marque, etc. Donc, il y a tout intérêt finalement à ce que les gens goûtent ces brutes de fût, etc. Ces belles nouveautés. Mais je vais dire un petit mot, et peut-être que c'est très bon. Je n'ai pas goûté, donc je ne me suis même pas arrêté au stand du tout. Ça ne m'a pas interpellé. Mais je trouve le lancement de cette marque un petit peu bizarre parce que ça fait du bruit en Guadeloupe et c'est très bien, ils ont fait des événements, etc. Mais je trouve qu'on entend assez peu parler finalement ici en métropole. Donc voilà, peut-être en goûtant, j'irai autre chose. Mais en tout cas, moi, je suis un peu passé à côté de. Enfin, j'ai suivi ça parce que c'est typiquement un genre de nouveauté qui m'intéresse, mais ça ne m'a pas plus interpellé que ça. Alors, pour le coup, c'est relativement bon, en tout cas, ce que j'ai pu goûter, notamment le VSOP, qui est très bien dans sa gamme de prix. En plus, je crois qu'il est à 40 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà, j'en attendais quand même beaucoup parce que j'avais pu goûter justement la gamme classique avant. Donc, voilà, moi, j'ai envie de mettre ça sur une erreur de jeunesse. C'était histoire de relever le point. On a eu la discussion avec eux. Ils se sont excusés, mais c'est juste un point qui, je pense, était important de relever parce qu'il ne faut pas le laisser passer. Il ne faudrait pas que ça se reproduise surtout. Et puis voilà, on va espérer que la prochaine fois, on pourra tout goûter parce qu'il y a quand même un gros potentiel. Il y a un stock de fûts faramineux. Il y a des comptes d'âge totalement indécents. Donc, voilà, ça peut être très, très prometteur. Donc, espérons qu'on puisse y avoir accès prochainement. Ok, et ben écoute, merci en tout cas. J'avoue qu'on était passé à côté de ça puisqu'on était passé à côté du stand. Peut-être Euh, un peu trop mature, juste, hein, ça m'a pas donné ouais, envie de m'arrêter. ouais, je dois avouer que moi aussi. Euh, on a quelques petits retours rapides à faire. Pierre, tu prends le premier, je prends le deuxième et Arnaud, tu prends le troisième, ça te va? Très bien. Allez, allez. Alors, voilà, certains stands VIP, en fait, c'est pour dire que c'est un retour un petit peu négatif. C'est la première fois sur le salon que je vois autant de stands sur lesquels il y a plus il y a des bouteilles vides et qui sont pas rouvertes, voire des stands fermés assez tôt dans l'après-midi, 16h30, 17h. Des bouteilles, voilà, tu l'as dit, le Ghana qu'on n'a pas pu goûter. Moi, je voulais goûter, par exemple, le TDL de la maison du whisky. C'est des rhums qu'on veut plutôt goûter en fin de journée. Hein. Il devait taper à 67 degrés, celui avec Color of Rome. Donc, c'est pas un truc qu'on va goûter à 14h. Et tu arrives à 17h30 et on me dit, bah voilà, la bouteille est finie, qu'ils n'en ouvriront pas d'autres pour la journée. Et bon, il y a eu les whisky artistes. Alors, pareil, c'est des choses très rares. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours eu cet effet-là. Hein, mais il y avait des stands réellement vides, fermés à 16h30, 17h. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. Alors, sûrement, peut-être une volonté des marques d'être un peu plus raisonnable sur l'ouverture. Mais quand on voit, par exemple, le Gros Perrin qui te sert du 1900, des trucs des années 30 jusqu'à 18h59 le dimanche, bah voilà, ça c'est un petit peu bizarre. Voilà. J'ai trouvé ça un petit peu surprenant. Là encore, j'espère que c'était juste un espèce de manque de stock et tout. Mais voilà, j'ai été surpris que ça soit qu'il y ait autant de qui à ce point-là. Par exemple, on a parlé des Naissons Étoiles, les Naissons Étoiles. Le samedi, ça avait été sûrement trop généreux. Le dimanche, c'était quand même plus compliqué hein, d'y goûter. Hein. Je crois que le samedi à 16h, c'était fini. Et le dimanche, pareil, ça a été vraiment, vraiment très ponctuel. Alors, on va pas ouvrir 50 000 quilles, hein, mais voilà, compte tenu du prix du billet, c'est que ça peut être frustrant. En tout cas, je peux reconnaître hein, quelqu'un qui arrive à 16h, c'est quand même pas très tard. Hein, on est quand même loin de la fin et qui se voit, qui vient qu'une journée et qui va goûter, qui voit que tu as les meilleurs quilles du salon, ces fameuses naissons des carafes que tu attends et qu'on dit bah non, désolé, faut revenir demain, bah tu reviens pas, tant pis pour toi. C'est un peu, ça génère un peu de frustration. Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Juste sur Naisson, en fait, donc le samedi, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient fermé assez tôt, vers 16h, et que ça avait été fermé définitivement. Par contre, le dimanche, en fait, à 15h, ils avaient fermé, mais ils sont revenus à 16h30 et ils ont refait une tournée. Donc, ça a été en 2 vagues, et c'était pas plus mal, en fait, je trouvais, de fragmenter ça, parce que si tu sais que tu as un stock limité,
si tu le fais tout au tout début, comme la Artist Collection, bah, en fait, à 15h, c'est fini et il n'y en a plus. Alors que là, de le fragmenter en 2 fois, du coup, ceux qui n'ont pas pu avoir la première vague peuvent participer à la deuxième. Et je trouve que ça avait bien marché. Et Mais c'est encore vrai que sur les soins, à la limite, ouais, c'était un peu le deal du stand hein, qui était un petit peu topé différemment, j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas celui-là qui m'a le plus choqué, mais c'est plutôt, pas forcément des stands fermés, mais des qui manquantes. Voilà, sur pas mal de stands. Alors, du coup, je les ai pas notés, donc j'ai pas ressorti une liste, mais c'était pas rare, quoi. C'était pas rare d'avoir des choses que tu peux plus goûter assez tôt. ouais, Euh, plus qu'avant, je trouve. plus qu'avant, en tout cas. Voilà, pour moi, ça m'a un petit peu marqué. Ouais. Ok, ben, je prends la suite. J'ai juste un petit mot à dire pour revenir un petit peu sur les tops de mon côté. Le stand de Biel est très sympa et j'ai bien aimé aussi les bouteilles de Paparouillot. J'ai bien aimé le 5 ans et un de leurs blancs, Maître Ouais. Cagnier, je crois. Je voulais le dire en conclusion, je suis content que tu en parles, parce que du coup, ouais, je l'avais noté, il y a un blanc chez Paparouillot, alors j'ai plus le nom, faudrait que je regarde dans mes notes, mais il y avait un blanc qui était assez incroyable. Le Maître Cagnier Batch 2, Ouais, c'est ça, exactement. c'est Et puis chez Biel, alors on n'était pas d'accord avec Simon, mais moi j'ai bien aimé le 2018, le futur brut de fût, le nouveau brut de fût. Bon, après le 2016 était excellent aussi, hein, donc c'est un niveau qui est très élevé, mais on est vraiment dans les bouteilles. Enfin, pour moi, il y a quelques bouteilles qu'on pourra retrouver sur le site si on en fait des notes, mais qui restent des valeurs sûres à acheter, qui restent toujours raisonnables en termes de prix. On parle souvent de l'art déco, c'est une référence qu'on aime bien aussi un petit peu dans cette gamme-là, autour de la centaine d'euros. Mais les bielles brutes de fût, année après année, c'est toujours hyper régulier. Enfin, s'il y a une bouteille sur laquelle on ne peut pas se tromper, c'est bien ça, quoi. Et le 2018, il est dans dans la même lignée que ses prédécesseurs. Oui, tout à fait. Donc, bah, pour dire un petit mot, mais très rapide, franchement, c'est un coup de chapeau, tu l'as dit tout à l'heure, à l'organisation et à la Cocktail Street. Franchement, le salon, cette année, vous l'avez dit, tout ce qui était entrée, vestiaire, etc., enfin, c'est quand même rendement bien mené. Il y a beaucoup de monde partout, il y a de l'eau partout. Franchement, c'est super. Et à Cocktail Street, je trouve que, alors, c'est peut-être moi qui suis un peu plus disponible pour ça, mais je trouve ça mieux qu'avant. Je sais pas, en tout cas, je trouve que la vibe est franchement super, super sympa. Le son est bien et tout. Donc, franchement, un gros coup de chapeau et bravo aux équipes du Whisky Live. Ouais, je suis d'accord. L'entrée, notamment, super bien gérée. C'est pas toujours le cas. Parfois, on attend un peu. Là, ils ont fait rentrer les gens avant l'heure, en fait, pour aller au vestiaire, récupérer les verres, etc. Et du coup, il y avait une large partie des gens qui étaient déjà devant les portes du salon à 12h30 et qui ont pu rentrer directement. Et en fait, l'entrée derrière, nous, quand on est arrivé, on a vu la queue. Alors, on a vu des potes dans la queue, donc ça nous a permis de pas aller jusqu'au bout, mais ça allait loin dans le parc. Hein. La queue côté VIP, là, qui était à l'envers, en fait, par rapport à d'habitude, franchement, ça allait vachement loin. Et en réalité, même si on n'est pas vu nos potes, une fois que ça a démarré, c'était hyper fluide. C'est juste une longue queue, mais qui avance tout le long. Donc non, ça marche bien. Et puis oui, une organisation. Alors c'est rodé, hein, clairement, hein, c'est super rodé, mais en fait c'est rodé, mais chaque année c'est mieux. Voilà, donc c'est vraiment, je pense qu'ils ont la capacité à se challenger, à aller à toujours mettre la barre haut. Et franchement, chaque année, le salon, il est toujours. Je trouve vraiment que. Enfin, il n'y a pas grand-chose à redire. Quoi. Ça, c'est assez fluide. J'ai trouvé que les stands, c'est des beaux stands, assez grands. On n'est pas oppressé par le monde. J'avais trouvé l'année dernière que les allées, des fois, côté Rome, elles étaient parfois un peu étroites et qu'on pouvait avoir un sentiment un peu d'oppression. Là, c'était pas trop le cas. C'était un peu serré vers Saint James Valley. Je sais pas si c'était volontaire. Les stands étaient un peu proches les uns des autres. Mais après, pour le reste, c'était plutôt cool. Ouais. Donc, ouais, super salon, super regard. Et Cocktail Street, fin de salon, très sympa, avec un autre public, une bonne ambiance. Ouais, vraiment très bien. ouais, je suis tout à fait d'accord sur toute l'organisation, tout ça. Donc, je vais pas en rajouter plus. Du coup, je peux, moi, conclure un peu de mon côté aussi avec juste un point qu'on n'a pas mentionné, mais le Providence 5 ans notamment, qui moi m'avait laissé une très belle impression. On n'en a pas parlé, mais du coup je trouvais ça intéressant parce que c'est une marque dont on parle pas assez, je trouve. Providence, et le 2019 était très cool.
Là, c'est un 2020 de 5 ans qui va sortir avec un tarif qui est très abordable et qui est vraiment assez exceptionnel. Et le vieux Sajou qui était présenté aussi. Donc là, c'est des choses un peu différentes qui valent le coup. Mais sinon, ouais, au niveau du niveau général, moi, j'en attendais pas grand-chose par les sorties qui étaient prévues, par le catalogue qui m'avait pas forcément beaucoup parlé, mais j'ai été assez surpris par le niveau général. Il n'y a pas eu de choses forcément exceptionnelles ou alors moins qu'avant, mais le niveau général, je l'ai trouvé très, très, très bon. Notamment, il y avait moins de finish un peu particuliers avec du fût de whisky tourbé dans les rhums, avec des choses où les gens essayaient de créer de la nouveauté là où il n'y en avait pas forcément besoin. Et je trouve qu'on est sorti un petit peu de ça cette année, peut-être déjà un petit peu l'année dernière, même s'il y avait quand même des trucs un peu bizarres. Et ça faisait du bien de retomber sur des fois des profils classiques avec du fût de Bourbon, du fût de Cognac, qui marchait très bien et du coup qui permettait au niveau général d'être vraiment assez élevé. Donc, pour le coup, très, très bonne impression sur l'ensemble de cette année. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, nous, on a essayé un petit peu d'optimiser par rapport à nos goûts et c'est vrai qu'on a un petit peu moins fait. Je pense qu'on est souvent déçus quand on va faire le tour des embouteilleurs anglo-saxons de type Color of Rome, mais il y en a d'autres un peu dans ce genre-là. C'est pas notre Silver cam en Seal. fait. Silver Pardon? Seal. Silver Silver Seal. Steel, Valinch, c'est ça? Ce genre de truc, voilà. Alors, il y a une année, c'est les TDL, une année, c'est les Guyana. Cette année, c'était plus les Guyana. Et c'est que nous, on n'y est pas trop allé. Donc, c'est souvent une source de déception. Et je te rejoins globalement, il y avait des bons trucs chez tout le monde. Il y a aussi, je pense, on est quand même dans un marché qui est un peu plus dur qu'il y a quelques années, hein, où franchement, les mecs, ils vendaient n'importe quoi avec une belle étiquette. Du coup, je pense que maintenant, un rhum qui est pas bien placé, soit en qualité, soit en prix, voire les deux, ça part pas en fait. Ça part pas, donc ça nécessite aussi, je pense que il y a un petit peu plus de pression à sortir des choses qui soient à la fois bien placées en prix. On remarque quand même que les prix sont, c'est cher, hein. Et puis quand on compare à il y a 10 ans, c'est très cher. Mais la courbe de l'inflation, elle s'est tassée, voire même elle a un peu reflué sur pas mal de trucs. Et voilà, on a un niveau qualitatif qui est là, quoi. Il y a des bons trucs chez tout le monde. Les rhums blancs, c'est assez. Enfin, ce qu'on boit en rhum blanc, franchement, tu l'as dit chez Longto, on l'a dit chez Paparouillot. Tu prends même des trucs qui sont censés être des classiques, le Saint James Bio 56, le Nesson Bio à 52,5, le Biel Canne Grise. Enfin, c'est des trucs, c'est des produits qui sont exceptionnels, hein. Ce qu'on boit en rhum blanc, c'est complètement fou. Et voilà, on a une belle production, on a des choses assez variées, donc c'est bien. Ouais, et puis je trouve qu'on est sorti de cette course à l'innovation. Vous en parlez, je crois, c'était l'année dernière, où justement, ça avait poussé vraiment le bouchon. Et ça s'est vraiment calmé là-dessus. Je pense que c'est, comme tu le dis, hein, le marché qui est un peu tendu. Donc, les trucs un petit peu funky, les gens ont moins les moyens de se les acheter. Et on se rabat sur les choses plus classiques et qui marchent pour le coup mieux pour nous, en tout cas. Ouais, on le dit, c'est la petite ritournelle de Romain qu'on salue aussi, qui est en Nouvelle-Calédonie et qui n'était pas là cette année au salon. Mais voilà, on en parlait beaucoup, on en plaisantait avec HSE parce qu'on est grand fan d'HSE et quand on a découvert à travers le 2003 et puis la série Définition du monde, parce que c'était un petit peu leur truc à HSE à l'origine, souvent le meilleur finish en fait, c'est quand il n'y en a pas. En fait. C'est le meilleur finish, c'est quand il n'y a pas de finish, c'était ce 2003 chez HSE et on le voit. Hein, l'année dernière, le Hamden du salon, c'est un fût de whisky tourbé. Franchement, c'était dur à boire. Et cette année, c'est des produits qui sont super quali. Donc voilà, c'est bien. Faites des bons rhums, faites du classique, un peu de vieillissement et on est content. Exactement. Exactement, exactement. Arnaud, merci beaucoup pour ta venue, c'était super. Merci à En vous. plus, j'avoue, tu avais des avis, non pas sur les. Enfin, tu as goûté des choses différentes de nous, donc c'est super. Tu as évoqué à un moment ton compte Instagram. Arnaud, c'est quoi ton Insta pour les gens qui voudraient te Alors, suivre? c'est My Spirits Diary. Voilà, vous me trouverez Ok, normalement, My Spirits Diary. ok. Eh ben, Non, c'est que c'est cool. C'est que tu goûtes des trucs assez différents de nous, donc c'est assez complémentaire. Notamment, tu vois, tu as évoqué les Haïtiens. C'est que c'est des choses sur lesquelles on va pas trop. Mais on était trop conservateurs.
Mais c'est qu'on a toujours trouvé les clairins très bien en blanc et toujours un peu moins fun en vieux, mais du coup, c'est super intéressant. Ouais. Ça donne envie d'aller y refaire un tour. Ouais, il y a des choses assez chouettes. C'est vrai que moi, enfin, je bois des choses très très variées. Je suis pas trop centré rhum agricole comme vous, même si j'en bois pas mal aussi. Donc, que ce soit du whisky, du baijiu, ce genre de choses. Donc, voilà. Ça permet d'ouvrir des horizons. Donc, c'est assez chouette de partager un petit peu là-dessus. Ouais, merci beaucoup. Et c'était un très bon récap. J'espère que ça vous a plu. Vous qui regarderez cette vidéo, voilà. Donc, on vous souhaite une très très bonne soirée ou une journée si c'est en pleine journée. Et on vous dit à bientôt sur le blog, en vrai, en salon. N'hésitez pas à nous passer le bonjour et à faire, à dire un coucou. Ça fait toujours plaisir. Salut! Salut, merci.